Radio Grand Lac. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, nous sommes sur Radio Grand Lac en direct 92.1 FM et on fait notre rentrée dans l'émission Place au possible, l'émission qui rapproche le monde des adultes et celui de la jeunesse. Donc je suis avec Camille, on fait notre rentrée un petit peu tard cette année, début octobre, mais le septembre a été un petit peu compliqué, mais on est très content de vous retrouver. Bonjour à tous. Et on vous a préparé une émission pour ce démarrage pour la rentrée, donc qui concerne les jeunes. Comme d'habitude, c'est le thème de notre émission, mais particulièrement aujourd'hui, on va parler des actions de la jeunesse qui sont mises en place par le conseil départemental. Et pour ce faire, on a la chance de recevoir Nathalie Schmitt, vice-présidente au département et qui est en charge de la jeunesse et des collèges. Bonjour. Bonjour Camille, bonjour Julie, bonjour JP. C'est Jean-Pierre qui est là aussi avec nous, toujours, Et c'est vrai que notre émission est surtout ciblée sur la jeunesse et on n'est pas forcément bien au courant de toutes les actions que mène notamment notre conseil départemental. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu vraiment cibler avec Julie toutes ces actions, surtout pour les collégiens. Alors, c'est vrai que moi, ça me parle un peu plus parce qu'aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'avoir mon fils qui est rentré en 6e, qui est rentré il y a un mois en 6e et j'ai découvert quand même pas mal de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve ça super important quand même de pouvoir en discuter avec vous. Et c'est vrai que Nathalie est avec nous vraiment pour faire un peu le point sur toutes les actions menées par ce conseil départemental. Alors, comme chaque début d'émission, on fait toujours un petit peu la connaissance de notre invité parce que c'est vrai qu'on aime aussi regarder les parcours de nos invités parce qu'on a souvent des parcours un peu atypiques, des parcours normalement où on était destiné à faire certaines poursuites d'études et puis on occupe des postes différents, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on demande un peu le profil, le parcours scolaire et puis le parcours professionnel de nos invités. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, Nathalie ? Oui. Alors, moi, je suis titulaire d'un bac économique et social et je n'avais pas la volonté de faire de longues études derrière. J'avais vraiment la volonté de rentrer rapidement dans la vie active. Donc, je me suis rapidement tournée vers les voies BTS et j'ai obtenu un BTS des industries de l'habillement. Ah ouais. Et ouais. Donc c'est pour ça que c'est important effectivement de voir les parcours un peu atypiques. Et là on en est vraiment dans l'exemple. Et moi mon parcours professionnel il a vraiment été marqué par l'industrie et par l'international et par les langues que j'ai eu la chance de pratiquer et qui m'ont ouvert plein de portes professionnelles. D'accord, donc un BTS dans l'industrie du textile, c'est ça ? De l'habillement, c'est-à-dire comment on organise un atelier. Que ce soit pour faire des pantalons, des chemises, des robes ou des soutiens-gorge. On n'apprend pas forcément à faire un ourlet dans cette formation-là, mais par contre, on apprend à comment organiser un atelier, comment faire cette marche en avant pour que la matière première arrive à un bout de l'atelier et que le produit fini en arrive à l'autre extrémité. Et puis, entre les deux, c'est des hommes, des femmes, du savoir-faire, de la couture, de la coupe, de tout un tas d'opérations qui permettent d'arriver à ce qu'on porte toutes et tous sur le dos. Et on en apprend tous les jours parce que je sais même pas si ça existe encore. Ce BTS, il me semble il existe, c'est vrai. Il est dans le 13e, l'école où j'ai fait ce BTS, c'était une école semi-privée, financée en partie par la Chambre de commerce et industrie de Paris. Okay. C'était dans le 13e. D'accord. Et elle existe toujours aujourd'hui. Elle s'appelle le SIV, l'École supérieure des industries du vêtement. Et ça se fait en initial ou ça se fait en initial comme formation ou non, c'est en alternance ? Non, c'est en initial. Oui, oui, avec des stages. Et ce qui était intéressant aussi, et votre parcours va sans doute vous le confirmer, c'est que ce qui était très intéressant, c'est que le recrutement, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais on avait à la fois des élèves comme moi qui venaient de la voie générale, avec un bac en poche, qui n'avaient jamais vu une machine à coudre de leur vie et qui ne savaient pas du tout ce qu'était le monde de l'industrie de l'habillement. Mais il y avait aussi des jeunes qui étaient titulaires du CAP, du BEP, qui avaient donc déjà
un parcours, une première expérience de cette industrie-là. Et c'était un peu le mix des deux qui donnait la richesse de cette formation, puisqu'en plus c'était des petites promotions. On était moins de 20 de mémoire, on était entre 15 et 18. Et il y avait cette mixité justement de jeunes qui venaient d'horizons différentes et qui s'apportaient mutuellement tout un tas de choses. Puis la petite anecdote aussi, c'est qu'on avait un prof des méthodes qui avait donc en face de lui des jeunes qui avaient déjà cet aspect, cette notion pratico-pratique de comment je vais solutionner un truc. Et puis, les jeunes comme moi, qui arrivaient d'une filière générale, où on nous accompagne un petit peu plus, quand on nous donne un travail à faire, on nous donne des pistes en nous disant, bon, ben voilà, vous allez me faire telle dissertation, mais n'oubliez pas de commencer par ci, commencer par ça. Et donc, ceux qui avaient le même profil que moi, quand on avait des tâches à réaliser, souvent, on commençait à lever le doigt en disant, excusez-moi, monsieur, est-ce que, vers quoi on se dirige? Je fais, non, attendez, quand vous serez dans l'industrie, vous allez avoir le directeur technique qui va vous dire, il y a un problème à l'atelier. Et là, j'ouvre les guillemets, démerdez-vous. Et donc, on a été formés pendant 2 ans dans ce BTS à la méthode, démerdez-vous. Et dans la vie professionnelle, comme dans la vie de cours, je pense qu'il faut impérativement apprendre, en effet, à se démerder. C'est ça. C'est-à-dire surtout d'avoir les outils pour pouvoir se débrouiller, les chercher seul, un peu les solutions. Tout à fait. Et donc du coup, qui c'est qui vous a poussé à faire ce BTS suite à une série générale destinée donc Alors personne ne m'a poussé. Comme je vous l'ai dit, je voulais faire des études courtes. Et puis j'avais un oncle qui était parti à 23 ans faire sa vie au Mexique, qui était de formation tailleur. Donc lui, pour le coup, il savait coudre. Mais il s'était rapidement tourné vers cette industrie-là. Et à l'âge de 18 ans, j'ai pris l'avion pour la première fois pour aller voir le tonton du Mexique pour la première fois. Et j'ai découvert cette usine de confection qui faisait des costumes pour hommes, où en effet, il y avait d'énormes rouleaux de tissu qui arrivaient et tout un tas de chevilles ouvrières qui travaillaient pour manufacturer ces costumes. Et puis à la fin de la chaîne de production, il y avait des costumes mis sous cellophane qui rentraient dans des containers et qui partaient aux États-Unis. Et j'ai été fascinée avec quelque chose de vraiment concret pour le coup. Oui. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui ont souvent besoin de concret, c'est pour ça qu'on en a beaucoup aujourd'hui, et je ne peux que saluer cette nouvelle orientation de jeunes qui se tournent vers l'artisanat, qui ont envie de... On nous répète régulièrement qu'il faut donner du sens, qu'on a besoin de se lever le matin en sachant qu'est-ce qu'on va faire et en se couchant le soir en ayant la satisfaction du travail réalisé. Et c'est dans l'artisanat, dans l'industrie, qu'on trouve beaucoup de choses concrètes avec un début et une fin et des vraies tâches à accomplir. Merci. Et du coup, après ce BTS ? Et ben après ce BTS, à l'époque, l'industrie de l'habillement avait déjà un petit peu quitté la France. Il y avait toujours la création, il y avait toujours la mode qui venait de France, mais la fabrication des vêtements ne se faisait déjà plus en France. Au début, pour un peu d'histoire, ça a commencé un peu Espagne, Portugal, etc. Ensuite, c'est descendu pays du Maghreb. Ensuite, c'est parti vers l'Est, puis l'Asie. Et puis, on sait aujourd'hui où beaucoup de vêtements se font. Et puis, moi, dès que j'ai eu mon BTS, j'ai été embauchée par une société parisienne qui venait de signer un contrat avec le ministère de l'Industrie légère en URSS, en ex-Union soviétique. Et il fallait rénover une usine de confection dans chacun des États de l'ex-Union soviétique. Donc, on m'a envoyé 3 mois à Vilnius, en Lituanie, où l'idée, c'était de garder l'usine de confection existante. On gardait les murs, on gardait le personnel. On se débarrassait de tout le parc machine qui était obsolète. On fournissait un nouveau parc machine, un nouveau savoir-faire. Donc, j'ai fait ça en Lituanie, à Vilnius. Et puis, 6 mois plus tard, j'ai fait pareil dans un autre endroit dont on entend un petit peu plus parler tragiquement aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Et donc, j'ai passé 3 mois en 1988 à Dniepropetrovsk, en Ukraine. Voilà, et j'avais 23 ans et c'était une vraie découverte. Voilà. Une super expérience, ouais. Enfin, de partir comme ça si jeune. Et et c'est extrêmement formateur. Mais totalement.
surtout après un BTS, partir effectivement découvrir la vie professionnelle, directement rentrer surtout dans la vie professionnelle à l'étranger. Alors il y avait d'abord ce travail de dossier qui était à Paris, où je grattais du papier jusqu'à pas d'heure justement pour créer les dossiers techniques. Et puis après 6 mois à peu près, je crois, de mémoire, donc cette expérience en Lituanie, et puis un peu plus tard en Ukraine. Donc la méthode de votre professeur a quand même bien marché. Oui. Se débrouiller, apprendre sur le terrain. C'est ça. C'est vrai que ça fonctionne bien. Et du coup, aujourd'hui, donc on est passé de cet univers-là. Vous êtes resté combien de temps dans ce domaine ? Je suis pas restée si longtemps que ça dans ce domaine-là, puisque c'est en 92, donc 4 années plus tard, qu'on est venu s'installer en Savoie. Que je parlais plusieurs langues. Le métier de l'industrie de l'habillement m'aurait demandé de continuer à être à l'international et j'avais envie de me poser un petit peu. C'est le moment où on a envisagé mariage, enfants, etc. Et donc, j'ai cherché un travail un peu plus stable et j'ai été, rien à voir avec mon cursus, assistante de direction d'un patron à Annecy-le-Vieux, qui était dans l'industrie, donc il y avait quand même cet ADN industriel restait. Il était déjà, lui, tourné beaucoup vers l'international, puisqu'il avait des fournisseurs et des clients en Espagne, en Italie, etc. Mais lui parlait pas autre chose que le français. Même l'anglais, c'était limite. Et donc, comme j'avais la chance de parler l'anglais, l'espagnol, l'italien, j'étais un peu son assistante, interprète. Donc, je l'accompagnais à des salons professionnels. Et j'organisais son agenda un petit peu compliqué. Donc ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 2 ans, 2 ans et demi. Et puis après, à nouveau l'international a fait que mon ex-mari étant allemand, je suis partie vivre en Allemagne avec lui. Et là, j'ai embrassé une autre carrière industrielle toujours, mais dans le traitement des eaux. Là, de la même façon, cette société allemande fabriquait des stations d'épuration qu'elle vendait principalement en Allemagne et dans quelques pays de l'Est. Et très naturellement, j'ai dit, écoutez, moi, si vous voulez, je peux essayer de voir quel développement commercial on peut faire sur les pays de l'Europe de l'Ouest, puisque je parlais français, je parlais espagnol, je parlais italien, donc il y avait tout un tas de perspectives possibles. Et en effet, j'ai créé plus ou moins ce poste de responsable export de cette société-là. Et en 98, j'ai été licenciée pour des raisons économiques, mon conjoint aussi. On pourrait prendre ça comme une catastrophe parce qu'à l'époque, j'avais une petite fille de 4 ans, un petit garçon qui venait de naître. Et en fin de compte, il nous est jamais rien arrivé de mieux parce qu'on a été obligé de rebondir, on a été obligé de repartir. On avait déjà quand même des clients qui nous connaissaient, qui nous appréciaient, qui nous faisaient confiance, qui nous ont dit si vous rebondissez, on vous suivra. Et c'est là qu'on est revenu en Savoie définitivement, qu'on a créé une entreprise d'abord à Barbie, ensuite à Grésy, ensuite au Vivier du Lac, puisque les locaux étaient toujours trop petits. Et puis cette société existe toujours, mais sans moi. Et on a été très fiers de ce parcours et d'avoir pu en effet rebondir sur quelque chose qui n'était pas très heureux, mais qui nous a permis vraiment de nous accomplir. Super. Et donc, c'est une société qui est dans le traitement des eaux ou non, rien à... Oui. Dans la continuité. Elle est dans le traitement des eaux. Mais moi, je l'ai quittée en 2012. D'accord. Et puis, c'est quelque temps plus tard que j'ai créé ma structure d'accompagnement à l'international, ce que je fais toujours aujourd'hui. Et c'est en 2015 qu'est arrivée la nouvelle aventure dont nous allons parler aujourd'hui. Dans cette deuxième partie. Merci beaucoup en tout cas pour cette première partie où on apprend quand même pas mal sur des parcours atypiques et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir les inspirations, la résilience surtout et puis cette méthode de se débrouiller et puis de trouver et chercher sa voie et c'est vrai que c'est quand même des beaux parcours. Merci Nathalie pour cette première partie. On se retrouve juste après une pause musicale. Donc on se retrouve d'ici 2-3 minutes. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Rapprochez le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac.
Et nous sommes de retour en direct sur Radio Grand Lac 92.1 FM dans l'émission de Place au Possible, l'émission qui rapproche le monde de la jeunesse et celui des adultes pour n'en faire plus qu'une seule galaxie. Et on reprend avec notre invitée aujourd'hui, Nathalie Schmitt, donc vice-présidente au département et en charge de la jeunesse et des collèges, qui nous a parlé de son parcours atypique avec plein de rebondissements et de choses enrichissantes. Et on va attaquer cette deuxième partie avec Camille pour faire un focus un petit peu plus sur ça. Alors, pas carrière, sur son mandat. Parce que voilà, ne nous trompons pas de mots, au conseil départemental de la Savoie. Et surtout son engagement pour la jeunesse. Exactement. C'est surtout ça, puisqu'aujourd'hui on a quand même pas mal d'actions qui sont menées et on voulait en savoir un peu plus sur cet engagement, notamment du département pour les collégiens, pour cette jeunesse du territoire. Et c'est vrai qu'il y a quand même tellement de choses. Alors on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est vrai qu'on a quand même 20 bonnes minutes ensemble et on a tellement de choses à dire. Donc on vous laisse surtout la parole sur ce rôle un peu que vous menez auprès des jeunes de notre cher département de la Savoie. Alors, on en a parlé brièvement avant d'ouvrir les micros. Si vous le permettez, je vais faire un tout petit peu de pédagogie parce que je me rends compte au fil des ans qu'il est très important de rappeler le qui fait quoi, le qui paye quoi. Et voilà. Donc, on est un peu perdu avec tout ça parce qu'on en a parlé hors antenne et c'est vrai qu'on n'est pas forcément au courant. Donc, quand un enfant va à la maternelle d'abord et à l'école primaire ensuite, c'est la mairie qui gère le bâtiment, le personnel. Je ne parle pas des enseignants, bien sûr, mais l'entretien de la classe, le ménage, etc. Donc ça, c'est la mairie qui s'en occupe. Quand on arrive au collège, c'est le département, c'est la collectivité de rattachement qui est en charge de la construction, de la rénovation, de la restructuration éventuellement, de l'entretien de ces collèges et de la restauration. Voilà. Ça, c'est l'obligation légale, je dirais. Et puis, pour la petite histoire, mais vous l'aurez compris, quand on arrive au lycée, c'est la région, l'autre collectivité de rattachement, qui est en charge des lycées et donc des bâtiments, etc., tout comme pour les collèges et les départements. Alors, on a donc dans ces obligations, dans ces compétences obligatoires, de construire des collèges, de les entretenir et de mettre du personnel à disposition qui va en assurer l'entretien et qui va assurer la restauration auxquels les collégiens vont pouvoir avoir accès le midi. Et le département de la Savoie a aussi la volonté de pousser le curseur plus loin avec tout un tas de démarches volontaristes qui n'existent pas dans tout un tas d'autres départements de France. Alors, il y a d'autres départements qui font sans doute plein d'autres choses géniales. Je ne dis pas que le département de la Savoie fait des choses que personne d'autre ne fait, mais en tout cas, nous avons la chance en Savoie d'avoir un territoire très riche, où on peut faire plein de choses, entre le ski alpin, le ski nordique, la voile, l'aviron, des courses d'orientation, on peut les faire devant le collège avec un sac à dos et une paire de baskets. On a tout un tas aussi au niveau de la culture, tout un tas de choses qu'on veut que nos collégiens connaissent. Et donc, de façon volontariste, nous finançons intégralement pour la plupart des dispositifs tout un tas de plans montagne, plans ski, plans nautique, la culture avec des dispositifs comme artistes au collège, avec des itinéraires historiques. Et on a un catalogue de plus de 40 sites où nous finançons la visite et le transport des élèves pour pouvoir aller sur ces sites-là. Très récemment, nous avons mis beaucoup de sous dans la rénovation du musée savoisien. Et j'étais membre de la commission d'appel d'offres au précédent mandat. Et rapidement est venu le sujet de la billetterie. Et rapidement aussi, nous avons décidé de rendre ce musée gratuit. En pensant bien entendu aux jeunes, mais en pensant aussi aux Savoyards qui peuvent, s'ils viennent à Chambéry ou s'ils travaillent à Chambéry, ils peuvent venir un midi visiter une salle, un autre midi visiter une autre salle, et donc découvrir ce musée ou y retourner autant qu'ils le veulent, ou bien des touristes qui peuvent aussi à tout moment venir visiter ce musée qui fait faire un beau voyage dans le temps
et qui fait aussi découvrir tout un tas d'aspects de la Savoie que certaines personnes ne méconnaissent. connaissent pas du tout, et même les Savoyards. C'est vrai qu'on vous invite aussi du coup à aller vous rendre dans ce musée qui est en plein cœur de Chambéry. Et c'est vrai que on découvre effectivement pas mal d'éléments de la Savoie, et même nous en tant que Savoyards. Oui, et puis c'est un magnifique lieu où on a su, où l'architecte en charge de cette rénovation a su mixer l'ancien et le moderne. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans un musée de 2024 avec tout cet aspect, avec par salle l'hébergement, le logement, la culture, la religion, tous les aspects, le ski bien évidemment. Et donc on accueille et des groupes avec tout l'accompagnement nécessaire pour les jeunes, avec des salles dédiées où on peut prendre plusieurs enfants en même temps et leur faire des petits jeux, des petits exercices, de l'initiation, et puis aussi pouvoir se promener dans le musée librement. Super. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment est venu à vous cet engagement donc voilà, pour les jeunes, de vous engager avec le département, justement pour briguer un mandat. Quelle était votre envie? Comment est venu en fait alors on peut pas dire un poste, mais justement cette envie de servir à la communauté. Et voilà. C'était l'envie de servir à la communauté, parce que justement dans mon parcours, il y a certains élus qui ont eu cette vocation très jeune. Moi non. Clairement, j'avais ma vie professionnelle et j'avais 50 ans quasiment quand j'ai commencé cette modeste carrière politique. Mais c'est à nouveau l'industrie en fin de compte, puisque l'entreprise que nous avions créée était sur Grésy-sur-Aix. Le maire de Grésy-sur-Aix était à l'époque Robert Clerc. Mmh. Et Robert Clerc, en 2011, les règles du jeu des élections départementales ont été modifiées. Il faut savoir qu'en 2011, il y avait 37 conseillers départementaux. Et de mémoire, je crois qu'il y avait moins de 8 femmes, je crois. Et donc, en 2011, les règles ont changé. Et ces élections partielles, puisqu'à l'époque, le département se renouvelait par moitié, une nouvelle loi a été promulguée qui faisait que chaque conseiller départemental devait trouver un suppléant du sexe opposé. Donc le sexe opposé, c'était souvent des dames, sauf pour les quelques femmes qui étaient déjà élues départementales, anciennement conseil général d'ailleurs. C'était ça, le conseil général. Et donc, Robert Clerc s'est tourné vers moi en me disant « Nathalie, je vous connais, je vous apprécie. J'aimerais que ça soit quelqu'un, justement, de la société civile qui soit ma remplaçante. » Donc, moi, je suis curieuse de nature. J'étais un peu débordée par mes fonctions de chef d'entreprise. Et il m'a dit « Non, mais de toute façon, malheureusement pour vous, vous n'aurez pas un grand rôle à jouer, en tout cas pour l'instant. » C'est qu'en cas de décès que vous pouvez siéger au département. Je dis écoutez, je vous souhaite une longue vie parce que je ne vais pas avoir le temps de faire tout ça, mais oui, avec plaisir, si ça peut vous rendre service et si moi, ça peut me permettre de découvrir un monde que je ne connais pas, c'est avec plaisir. Et donc, Robert Clerc a été réélu, je suis devenue sa suppléante et très élégamment, parce que ce n'est pas le cas dans tous les départements, le président Hervé Guémard a toujours eu à cœur de convier aux plénières et au déjeuner qui suit les plénières, les suppléants. Donc j'ai découvert ce monde en 2011 et de 2011 à 2015, quand mon emploi du temps me le permettait, je venais aux plénières, je découvrais ces séances, je découvrais les débats et j'avais plaisir à partager un déjeuner avec ces élus et à échanger avec eux. Mais je ne faisais sincèrement aucun plan sur la comète, puisque, comme je vous dis, j'étais chef d'entreprise et voilà. Et puis en 2015, mon cursus professionnel a changé, puisque c'est là que je suis devenue consultante, quelques temps avant. Et puis, on m'a demandé si je voulais devenir titulaire, puisque là, à nouveau, les règles changeaient, les cantons étaient redécoupés, et désormais, il fallait 2 élus titulaires sur le canton, pour siéger au département. Et donc, en 2015, j'ai été, je dirais presque réélue, mais c'est plutôt élue, vraiment, en tant que titulaire, aux côtés de Claude Giroux à l'époque, sur le canton d'Aix 1.
Et c'est là que je suis passée de suppléante à titulaire. Et très étonnamment, je suis la seule à avoir fait ce parcours-là. D'avoir été d'abord suppléante et d'avoir été ensuite titulaire. Mais ça m'a bien simplifié la vie parce que le département de la Savoie est un très bel établissement, c'est un beau château. La salle des délibérations est assez impressionnante, avec de très grands et beaux lustres, avec une très belle hauteur sous plafond. Et c'est vrai que quand on rentre dans cette salle pour la première fois, il y a un petit temps d'arrêt, il y a un petit waouh. Et donc cet effet waouh, je l'avais déjà eu 4 ans avant, donc c'était plus facile pour moi. Et puis pendant ce mandat-là, c'est vrai que j'étais comme tous les nouveaux élus, un peu généraliste. Bien entendu, quand on est nouvellement élu, on ne nous propose pas de poste de vice-président, et c'est bien normal. Il faut qu'on apprenne ce qu'est le rôle d'élu départemental. Mais les conseillers départementaux jeunes ont tout de suite été un dispositif qui m'a séduite. Je me suis beaucoup impliquée sur le parcours de ces conseillers départementaux jeunes. J'ai accompagné plusieurs conseillers départementaux jeunes dans leurs projets, dans la présentation de leurs projets. Et puis, voilà, c'est là que quand j'ai été réélue en 2021, Hervé Guémard m'a gentiment proposé cette vice-présidence jeunesse-collège, à laquelle je suis extrêmement attachée et qui est très vivifiante. Vivifiante. Et c'est vrai qu'il y a de quoi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place. On en parlait et vous avez notamment évoqué le plan montagne, où les 6e ont eu en début d'année la possibilité de partir en refuge. Et ça, c'est vrai qu'en journée d'intégration, c'est quand même exceptionnel de pouvoir emmener toutes ces classes de 6e. Alors cette année, on en a eu plus encore que l'année dernière. On a eu 3800 jeunes qui sont partis. Pour autant, pour tous ces dispositifs-là, tous les plans que j'ai évoqués, montagne, ski, nautisme, nous ne faisons que proposer aux établissements. Et les établissements prennent ou ne prennent pas. Alors quand ils ne prennent pas, c'est pour tout un tas de raisons qui leur appartient, mais en tout cas, nous, on propose et eux, ils disposent. Donc si certains, parce que j'ai des fois des retours en disant « Oui, mais pourquoi mon enfant n'a pas profité d'eux ?» Je leur dis, qu'il y aura peut-être le plan nautique derrière. Peut-être l'année prochaine. Rapprochez-vous du chef d'établissement pour savoir pourquoi ça n'a pas été fait. Mais en tout cas, voilà. Mais la grande surprise, et c'est vrai que celle-ci, elle est quand même vraiment très intéressante pour les collégiens, c'est quand même cette carte hockey. Tout à fait. Et quel plaisir de pouvoir bénéficier pour chaque collégien du département de cette carte, parce que c'est quand même pas une petite carte avec une somme modeste. On est quand même à 100 € pour chaque collégien. Alors, et ce, sur 4 années. Donc, ça fait 400 € pour 21 000 collégiens. C'est ça. Donc, c'est important de le rappeler. Et c'est même un petit peu plus que 21 000 collégiens, parce que on connaît notre territoire. Le périmètre de la Savoie n'est pas une ligne Maginot. Et du coup, la porte est ouverte aussi à cette carte hockey pour l'enfant qui habite en Savoie, mais qui va dans un collège d'un département limitrophe. Ça l'est aussi pour le gamin d'un département limitrophe qui est scolarisé en Savoie. Okay. Et ça l'est aussi pour les enfants qui suivraient une scolarité hors standard, je dirais, soit avec le CNED, à distance, soit des enfants en situation de handicap dans des centres d'hébergement divers et variés. Et donc, tous ces enfants-là ont accès à cette carte. Et nous en sommes à, si je dis pas de bêtises, de mémoire, on est à 92% d'enfants titulaires de la carte. Demander cette carte et qui l'utilisent. Et du coup, alors cette carte, si on revient sur cette carte, on a la possibilité de faire quoi avec cette carte? Parce que c'est vrai que généralement, on a souvent des cartes qui sont allouées, des budgets, mais qui sont très limitées, cadrées. Faut que je revienne à la genèse de la carte. Pourquoi cette carte hockey? Au département, nous avons, avec mes collègues élus et avec les services, constaté qu'au sortir du Covid, de cette période passablement compliquée pour tout le monde et sans doute beaucoup pour les jeunes, au sortir du Covid, on s'est rendu compte que beaucoup de gamins ne bougeaient plus, d'une part.
des professeurs nous disaient les avoir réellement vus s'empâter pendant cette période où ils n'avaient plus bougé du tout. Et puis, il y avait aussi l'aspect financier qui faisait que le pouvoir d'achat de certaines familles avait été très impacté. Et nous ne voulions pas, nous les élus de Savoie, que des enfants s'interdisent de pratiquer un sport ou s'interdisent d'avoir accès à certaines choses pour des raisons financières. Et donc, nous avons fait le choix de créer cette carte hockey avec en effet un montant crédité sur la carte de 100 € chaque année. Donc, ça fait en effet 400 € pendant les 4 années collège. Et la région, nous savons que la région a aussi un dispositif de cette nature avec, je ne sais pas les pourcentages, mais on va faire simple, c'est peut-être 25% sport, 25% culture, 25% loisirs, etc. Et puis, c'est vrai que quand j'ai commencé à réfléchir à ça, je m'étais dit, un gamin n'arrivera jamais à utiliser les 100%, enfin les 100 € et donc les 100% de sa carte, si on lui impose une segmentation de cette nature. Un enfant qui n'est pas sportif, il va pas aller prendre une licence de sport, même s'il a 25 € à dépenser. Et un enfant qui n'aime pas la musique, il va pas non plus, voilà. Donc, nous avons fait le choix. Alors, ce choix n'est pas gravé dans le marbre pour l'instant. Peut-être qu'il évoluera avec le temps, je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, pour ces 2 premières années, et sans doute les prochaines années, en tout cas à court terme, nous avons fait le choix de laisser libre le choix de la dépense de ces 100 €, qui peuvent donc, par contre, elles sont limitées pour certaines choses. Donc, c'est une licence de sport, une adhésion à un club de théâtre ou à tout ce qui est sport et culture, voilà. L'entrée d'un musée, l'entrée d'une patinoire, l'entrée d'une piscine, du cinéma, d'aller voir un match de hand, de tout ce qu'on veut. Les seules choses pour lesquelles j'ai mis un veto, parce que ce n'était pas la vocation de cette carte, c'était les enfants peuvent acheter bien entendu un livre, peuvent acheter des jeux de société. C'est ce que je voyais, des jeux de société. Pas de jeux vidéo. J'ai tout de suite posé mon veto à cette utilisation-là. Les livres, on connaît l'affection d'Hervé Guémard pour la littérature et il était bien normal d'ouvrir la porte de cette carte à la littérature et aux jeux de société. Et puis, je ne voulais pas non plus que ça serve pour du sportswear, c'est-à-dire la paire de baskets à 300 € où l'enfant mettrait 100 € et où qui coûterait que 200 €. Non. Donc, il n'y a pas non plus la possibilité d'utiliser ces 100 € pour cette chose-là. Il y a quand même de grandes libertés. Ouais, c'est quand même pas mal déjà. Tout à fait. Ça laisse. Et puis, pratique. Le fonctionnement est très simple. Oui, c'est très simple. Très simple. Et puis pour les petits, les 6e, il y a ce verrou qui permet aux parents de rester les gardiens du temple de ces 100 € parce qu'il faut pas faire n'importe quoi. Et donc les enfants achètent des mangas ou prennent une licence de sport. Après les plus grands, en général les parents les laissent les utiliser comme ils le souhaitent. Mais en tout cas, on a cet outil qui est vraiment très précieux. Désormais, cette même carte permet aussi d'accéder pour certains collèges à la cantine. Donc, c'est cette même carte qui leur sert aussi pour déverrouiller le plateau et s'en servir à la cantine. À terme, il pourra aussi ouvrir l'espace du parc à vélo, peut-être aussi l'entrée et la sortie du collège. Voilà, cette carte, elle est vraiment destinée en tout cas, elle est imaginée pour pouvoir être évolutive et évoluer pendant les 4 années de nos collégiens. Merci, mais je viens d'entendre aussi une autre thématique sur la cantine. Et c'est vrai qu'il y a aussi des actions, restauration qui sont menées quand même sur les collèges du département. On peut en parler un petit peu rapidement. Bien entendu. C'est quand même très important. C'est même l'actualité du jour, puisque ce matin, nous avons inauguré en présence d'Hervé Guémard, le président du département, en présence de monsieur le préfet, en présence de madame la secrétaire générale de la direction académique, l'atelier culinaire départemental de Bissy, qui est magnifique. Et au-delà d'être magnifique, qui est un vrai outil de travail pour nos agents qui préparent les repas des collégiens. Donc hier, nous avions un atelier culinaire départemental dans le centre-ville de Chambéry qui était ancien, pas pratique,
pas adapté, vétuste, enfin, il n'avait pas toutes les qualités. Et donc, c'est dès 2016 à peu près qu'on a commencé à réfléchir à ce nouvel atelier culinaire départemental. Lors de mon premier mandat, j'ai eu la chance d'être membre de la CAO, de la commission d'appel d'offres. Et donc, j'ai participé au jury de maîtrise d'œuvre pour arriver à l'outil qui a été inauguré aujourd'hui. Donc, c'était aussi intéressant d'avoir tout ce parcours. Et puis donc aujourd'hui, on continue à desservir 11 collèges du bassin chambérien, les mêmes qu'on desservait avec l'ancien outil d'atelier culinaire départemental. Mais chaque année, nous allons rajouter 3 collèges que l'atelier culinaire départemental va desservir. Et en 2027, ce seront 20 collèges du bassin qui seront desservis par cet atelier culinaire départemental. Un autre atelier culinaire départemental va être inauguré en septembre 2025. C'est pour la Maurienne. Et nous avons aussi, sur notre métier à tisser, la construction d'un nouveau collège en Tarentaise, Combe de Savoie, qui viendra remplacer le Combe de Savoie d'aujourd'hui, et auquel sera rattaché également un nouvel atelier culinaire départemental pour la Tarentaise. Donc ces nouveaux ateliers culinaires départementaux vont nous permettre d'une part d'augmenter encore nos performances en termes de qualité des repas, avec encore plus de bio qu'aujourd'hui, et on est déjà très haut en étant écossaire en cuisine et en ayant un niveau de produits locaux, de produits de qualité et de produits bio tout à fait respectable. Et puis, de pouvoir surtout assurer un maintien de service, parce qu'aujourd'hui, quand on a une cuisine satellite, d'une cuisine autonome dans un collège, si le chef cuisinier est souffrant le matin, eh ben vous avez 300-400 enfants à nourrir. Donc il faut trouver un traiteur au pied levé. Clairement, en général, la qualité n'est pas à la hauteur de ce qu'on fournit normalement. Le prix est bien supérieur à ce que nous payons normalement. Et du coup, pour garder cette qualité et ce maintien de service, eh bien, c'est ces ateliers culinaires qui vont nous permettre de le faire. Et puis, la compétence du département, c'est surtout le social, l'accompagnement des familles et des gens et des personnes à tous les âges de la vie. Et c'est pour ça aussi que, pour ce qualitatif que nous fournissons au niveau des repas, nous avons à cœur d'avoir un repas très bon marché, puisque aujourd'hui et depuis 2013, le prix est resté jusqu'à présent à 3,20 € pour un enfant qui mangerait tous les midis à la cantine, alors que le repas coûte une dizaine d'euros, et donc c'est 6,80 € que nous subventionnons pour les 2 millions de repas que nous fournissons chaque année. Super. Merci en tout cas pour toutes ces infos, pour tout ce que le département fait pour la jeunesse, parce qu'on pourrait encore en dire et en dire, parce qu'il y a quand même énormément d'actions, sans compter ce qu'il en est de l'avenir de ces jeunes, de la voie professionnelle, de tout ce qu'on peut mettre en place. C'est vrai qu'on pourrait encore, mais on aura bien l'occasion, Nathalie, de vous réinviter. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Je connais le chemin. Avec grand plaisir. De revenir, en tout cas, discuter avec nous de toutes les actions du département. Merci en tout cas. Merci à vous. On fait une petite pause et après, donc Nathalie reste avec nous, mais après la pause, on va appeler Raphaël Aumat, qui est préparateur mental et fondateur du réseau mental de Pro, et qui va nous expliquer sa journée de la préparation mentale qu'on avait faite avec Camille l'année dernière, et on voulait absolument qu'il explique un petit peu son programme pour la prochaine journée, la deuxième édition qui aura lieu le 19 octobre à Lyon. On se retrouve dans quelques minutes. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Et nous sommes de retour sur Radio Grand Lac 92.1 FM avec Camille pour la dernière partie de l'émission. Donc on a eu Nathalie Schmitt qui nous a expliqué un peu son parcours et qui nous a fait un petit point sur la jeunesse et le département. Donc c'était un super échange. Et là on va accueillir Raphaël Aumat que nous connaissons bien avec Camille. C'est vrai que l'année dernière on s'est rencontrés. On a reçu aussi pour notre première émission. Oui, exactement. Raphaël, c'est vrai. Sur Radio Grand Lac. C'était notre première émission dans Place au possible. Est-ce que tu vas bien, Raphaël ?
Eh ben, je vais très bien, Julie. Salut Julie, salut Camille. J'espère que vous allez bien. Et c'est vrai que j'étais là pour la première, donc je suis un peu le parrain de l'émission. Un peu le parrain, exactement. Et là, tu refais partie de la première. Tu vois, c'est notre première émission de septembre. Enfin, non, d'octobre, parce qu'on devait faire une émission en septembre. Mais tu vois, tu repars, t'es toujours au départ de nos aventures. C'est un peu de la gestion mentale, c'est top. Je sais pas si c'est bon signe, on va dire ça quand même. Hein? En tout cas, tu reviens cette année pour une deuxième édition de la préparation mentale. Tu vas nous expliquer un petit peu le programme, la date, où ça se passe, etc. Et aussi, tu es dans une nouvelle aventure, c'est-à-dire que maintenant, tu fais partie du SOC Club de Chambéry. Ouais, le rugby, c'est ça, le club de rugby de Chambéry. Déjà, merci pour l'invitation, pour venir discuter un petit peu avec vous. C'est vrai que moi, depuis maintenant une dizaine d'années, je suis préparateur mental. J'ai eu la chance de bosser avec des sportifs de haut niveau et j'ai encore la chance de bosser avec des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels. J'ai aussi, depuis maintenant 2018, la chance d'être responsable d'un diplôme universitaire en prépa mentale. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai, comme je dis très rapidement, c'est vrai que pour moi, quand même, toute la période de confinement où on a beaucoup entendu parler du mal-être chez les étudiants, on a beaucoup entendu parler aussi parfois de difficultés dans les foyers à gérer ses émotions, à gérer ses humeurs, etc. C'est vrai que je me suis dit, ça serait bien de partager un peu plus ce qu'est la préparation mentale et de voir que la préparation mentale, c'est pas que pour les grands champions et les grandes championnes. La préparation mentale, c'est aussi pour nous, toutes et tous, monsieur et madame tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'en effet, je fais la deuxième édition de la journée. Alors, Raphaël, je te coupe un petit peu parce que j'ai l'impression que tu es en train de faire une prépa aussi de ton côté. Il y a un petit vent derrière, c'est ça, j'entends pas alors, trop. Je vais mettre à l'intérieur. Je savais pas s'il y avait des problèmes avec le vent, pardon. Est-ce que là, c'est mieux? Voilà. Super. C'est parfait. Okay, merci. Désolé, je savais pas que vous entendiez le vent. Je suis désolé. Et donc voilà, c'est vrai que l'idée de la journée de la préparation mentale, c'est vraiment de pouvoir partager des outils, partager des conférences avec monsieur et madame tout le monde, en se disant que la préparation mentale peut nous aider dans notre vie quotidienne. Donc vous étiez d'ailleurs avec nous pour la première édition. La première édition. Tout à fait. On a eu à l'ESCA. Effectivement à l'ESCA, on avait eu l'occasion de participer à pas mal de conférences avec des profils et puis des parcours très inspirants. Et cette année, il me semble que tu renouvelles l'événement. Ouais, je renouvelle. Alors cette année avec deux thèmes de prédilection. Le premier thème, on va être sur les compétences émotionnelles, savoir identifier, comprendre, exprimer, réguler, utiliser nos émotions, que ce soit on va dire les siennes de manière intrapersonnelle, c'est-à-dire Julie qui gère les émotions de Julie, ou que ça soit de manière interpersonnelle, c'est-à-dire Julie qui gère les émotions de Camille ou qui aide Camille à gérer les siennes. Donc on aura des conférences sur ce thème-là. Le deuxième gros thème, ça va être persévérance et résilience. Parce que c'est aussi important d'arriver à persévérer dans des moments difficiles, à rebondir dans des situations de crise également. On en parlait juste avant d'ailleurs, en parlant de ça, on en parlait juste avant avec notre invitée Nathalie Schmitt qui nous parlait de la résilience et la capacité à rebondir dans pas mal de situations. Ça fait sens. Et donc cette année, on aura par exemple Olivier Magne comme conférencier. Olivier qui a eu, je crois, 89 sélections en équipe de France de rugby, qui va venir nous parler de son parcours et de voir comment est-ce qu'on peut s'en inspirer. On a aussi des entrepreneurs et typiquement cette année, je fais venir une agent littéraire. Donc c'est vrai que moi qui suis beaucoup dans le sport, on entend très souvent parler d'agents sportifs. Il y a des agents littéraires, ok. Voilà, Georgia Terzakou, qui est agent littéraire et qui a voulu se former à la préparation mentale pour deux raisons. Parce que déjà, elle dit, quand on est agent, on doit toujours être motivé et croire dans les personnes qu'on accompagne, alors que ce soit accompagné des sportifs, des sportives ou des autrices et des auteurs. Et puis elle explique que en fait, pour un auteur ou une autrice, c'est aussi être persévérant, c'est aussi faire preuve parfois de résilience quand ça fait des années qu'on essaye de sortir un livre, de le faire éditer,
curiosité, de le faire un peu connaître et reconnaître. Et donc voilà, je trouve aussi passionnant d'avoir dans ces journées pas que des personnes qui gravitent autour du milieu sportif, mais encore une fois bien se rendre compte que la préparation mentale, ça peut m'aider en tant que parent, ça peut m'aider en tant que certes entrepreneur, mais aussi peut-être être un voisin un peu plus détendu, un conducteur plus détendu, etc. Ça s'adresse vraiment à tous les pans de notre vie professionnelle ou personnelle. C'est génial. Camille, elle est même déçue de ne pas pouvoir venir. Mais c'est vrai que le milieu littéraire, effectivement, c'est intéressant de partir sur ce milieu-là, parce qu'on ne pense pas forcément à cette pression, à cette gestion qu'on peut avoir dans ce milieu-là. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir cibler d'autres domaines que le sport, parce qu'on entend beaucoup parler de cette gestion mentale, notamment la phase post-Jeux Olympiques, où on a énormément parlé de cette préparation mentale et surtout de son côté, de son aspect positif et bénéfique pour les sportifs. Mais dans la vie de tous les jours, c'est important. Et on en avait parlé notamment, même pour les jeunes d'aujourd'hui, à venir même former les enseignants pour gérer cette prépa mentale et aux puis surtout, examens, par rapport aux examens et aux jeunes. Ouais, évidemment. Ouais, non, mais c'est passionnant. Hein. C'est passionnant. Moi, j'ai été donc maintenant j'habite sur Chambéry ou juste à côté de Chambé depuis 2019. Mais de 2009 à 2018, j'ai été enseignant en école d'ingénieur, donc enseignant d'EPS, éducation physique et sportive en école d'ingé, formé spécifiquement à la préparation mentale. J'avais passé un DU à côté, et c'est vrai. En fait, j'accompagnais des élèves ingénieurs sur leur gestion du stress, sur leur anxiété, sur leur contrôle émotionnel, sur leur confiance en eux, sur leur estime également. Et oui, c'est hyper important. Et là, j'ai un collègue et ami, je peux le citer, Jordan Ivanovski, qui est dans l'académie de Créteil, qui s'est formé aussi à la préparation mentale avec moi, puisque mon entreprise est organisme de formation également. Et aujourd'hui, il dispense des formations auprès d'autres enseignants, auprès de personnel type infirmier scolaire également. Et moi, je trouve ça génial, quoi. Je trouve génial qu'on ait quelques clés à transmettre après à nos jeunes sur ces éléments mentaux et émotionnels. Ça permet aussi de relativiser, ça permet de prendre soin de sa santé. Et on parle beaucoup aujourd'hui de la santé mentale, mais ça impacte aussi notre santé sociale et notre santé physique, quoi. Ok, Raphaël. Et tu peux nous dire un petit peu comment, les auditeurs qui nous écoutent, s'ils sont intéressés, comment s'inscrire, où ça se passe, peu toutes les informations pratiques. Oui, bien sûr. Alors, c'est pas là où je suis le meilleur. Je suis en train de me dire que le lien est compliqué à comprendre. Le plus simple, ça serait de m'écrire éventuellement. Donc, on peut m'écrire par exemple à contact au singulier @raphaeloma.com. Oma, c'est H-O-M-A-T. Et Raphaël, c'est PH. Donc, contact @raphaeloma.com. On peut aller sur mon site internet. On peut, je pense, me trouver assez facilement aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou Instagram. Et puis après, donc, cette journée se déroule donc à l'ESCA, qui est justement une école d'enseignement supérieur, donc qui accueille toute l'année des étudiants et des étudiantes. On fait donc ça un samedi. Ce sera là le samedi 19 octobre. On commence dès 9h. Normalement, cette année, on commencera à l'heure. Il y avait l'année dernière, c'est vrai qu'on avait vécu un petit moment. Et puis, il faisait super froid, c'était la première. Il faisait très froid. C'était génial. Ça, je me rappelle. C'était un très beau moment. On a resté une petite heure dehors avant de pouvoir rentrer. Histoire de lier, faire des liens. C'était super. Exactement. Ouais, non, ça a vraiment créé des liens forts. Donc là, peut-être qu'on recommencera, je verrai. On va voir. Cette fois-ci, peut-être que c'est moi qui cacherai les clés. T'organises ça, tu fais venir les gens à 9h et hop, t'ouvres à 10. Voilà, c'est ça. Mais donc voilà, donc on sera en effet à l'ESCA. On commence donc dès 9h avec un petit café, en tout cas un petit déj d'accueil, café ou thé. Et puis on passe la journée ensemble. On a une pause bien entendu aussi à midi pour déjeuner. Et cette année, on a rajouté d'autres éléments. Je peux en partager un, par exemple, un petit bar à livres. Un bar à livres, c'est justement un lieu où les gens vont pouvoir échanger un livre avec une autre personne, bien entendu. J'arrive avec un livre qui m'a inspiré, que je suis OK d'offrir. Et puis, en contrepartie, je vais repartir avec le livre qui a inspiré quelqu'un d'autre. Ça peut permettre, à la fois de découvrir justement d'autres points de vue, et puis d'échanger avec les participants
participants et les participantes de la JPM. Génial, super. Et tu me disais, hors antenne, on revient au Soc Club de Chambéry, qui a un gros match vendredi soir, c'est ça ? Ouais, Chambéry-Narbonne. Exactement, Chambéry-Narbonne. Narbonne qui a été finaliste l'an dernier du championnat national. Chambéry qui a joué les phases finales. Les phases finales, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Donc, gros match. Dans les playoffs, les 6 premiers. Donc là, voilà, un très gros match avec de nouveau 2 équipes qui sont encore dans le top 6 du championnat. Donc voilà, venez encourager l'équipe de Chambéry si vous êtes là vendredi à 19h30 au stade de Chambéry. Super. Et le 19 octobre pour la JPM. Oui, exactement. Eh ben, merci Raphaël pour ton intervention. Merci de nous avoir expliqué ton événement. De toute façon, maintenant que tu es le parrain de l'émission, tu vas revenir en fait en tout le mois de septembre, septembre-octobre. Avec grand plaisir. Comme ça, l'année prochaine. J'en suis sûre qu'il y aura une 3e édition en plus, c'est sûr. Donc. Ouais, a priori. Et cette fois-ci, on fixera la date avec Camille pour pouvoir être là. Ah bah super, et pourquoi pas faire même une émission en direct depuis Jean-Pierre est là. Il nous écoute pas, Jean-Pierre. Une émission en direct de la JP. On va lui vendre le projet. On va lui expliquer hors antenne. Super. On fait comme ça. Bah, merci on te remercie en tout cas. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, salut. Et nous, on finit notre émission avec Camille. On vous remercie. On se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine émission. Effectivement, Julie, on se retrouve d'ici un mois en espérant qu'on puisse refaire une petite émission ensemble, de se supporter encore une fois. Ouais, on va y arriver. Ça fait déjà de nombreuses années. Donc, merci en tout cas, chers auditeurs, et on se retrouve le mois prochain. Et encore merci à Nathalie. Radio Grand Lac.